Der Frankreich-Block ist wieder in Paris. À côté de moi, c'est le professeur Henri Menudier. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer encore une fois. C'est un plaisir d'apporter ma contribution aux relations culturelles franco-allemandes. Merci bien. Depuis notre dernière rencontre ici à Paris, le gouvernement allemand a enfin donné une réponse au président Macron en ce qui concerne les propositions pour l'Europe qu'il avait présentées surtout le 26 septembre en Sorbonne. Il s'agit maintenant de la déclaration de Meseberg, déclaration commune d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. Pensez-vous que le président français est satisfait des réponses allemandes? Je ne suis pas sûr qu'il soit très satisfait, pour deux raisons. D'abord parce que cette réponse est venue très tardivement. Vous avez évoqué le discours de la Sorbonne, c'était fin septembre 2017, de l'année dernière. Et la réponse Meseberg est venue donc fin juin. Ça fait donc ça fait un temps très long, si vous voulez, de réponse. Et non seulement la réponse est devenue tardive, mais elle est quand même assez modeste. Parce qu'au cœur des propositions du président français, il y avait la réforme de l'eurozone avec ces trois propositions, c'est-à-dire la mise en place d'un budget particulier pour l'eurozone, la nomination d'un ministre des Finances et un contrôle parlementaire. Qu'est-il resté de ces trois propositions? Il n'en est resté qu'une, celle concernant la mise en place d'un budget, mais ce budget de l'eurozone sera très réduit par rapport à ce qu'avait proposé le président Macron au départ. Donc vous voyez que c'est assez décevant pour le côté français. Mais enfin, on est content qu'au moins il y ait eu une avancée, une volonté réaffirmée de coopérer dans le cadre européen et notamment de développer une approche commune en matière de politique étrangère et de politique de défense. Pensez-vous du côté français qu'on peut déceler plusieurs tendances allemandes en ce qui concerne les réponses à Macron? Oui, certainement. On a bien vu d'abord, après les élections fédérales, que le FDP n'était pas très favorable aux propositions budgétaires du président Macron. Ensuite, on s'est rendu compte lors des négociations entre CDU, CSU et SPD, que le SPD était peut-être beaucoup plus favorable à une coopération franco-allemande et européenne que les chrétiens démocrates. Et au sein des chrétiens démocrates, on a vu se créer une sorte de rupture entre la CDU et la CSU bavaroise. Et même au sein de la CDU, on se rend compte que l'aile droite est hostile à tout transfert sur le plan budgétaire. De même qu'il y a certains milieux économiques allemands qui ont beaucoup mis en garde contre les propositions de Macron et des suites qu'elles pourraient avoir, des conséquences qu'elles pourraient avoir sur le plan budgétaire. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de réticences du côté allemand. À cela s'ajoute, je dirais, un problème d'ordre constitutionnel. Du côté allemand, on a cessé de rappeler que Mme Merkel elle-même ne pouvait pas décider des engagements budgétaires de l'Allemagne sur le plan européen, qu'elle avait absolument besoin, tout d'abord, de l'accord du Bundestag. Donc vous voyez, ça fait un certain nombre de freins qui ont été mis aux propositions françaises, ce qui explique que finalement, il ne reste pas grand-chose de la volonté des propositions pour aller de l'avant. On remarque aussi de la part de l'Allemagne une absence totale, je dirais, de pathos pour l'Europe. Macron évoque la souveraineté de l'Europe et semble chercher de produire un nouveau et grand élan pour l'Europe et l'Union européenne. L'écho en Allemagne est relativement calme. L'enthousiasme n'est pas au rendez-vous. Non, il n'est pas au rendez-vous. De toute façon, je crois que c'est un peu un problème de Mme Merkel. Il ne faut pas oublier d'abord que Mme Merkel est née en 1954. C'est l'année où, au cours du mois de juillet 1954, c'est le moment où la France rejetait la communauté européenne de défense, c'est-à-dire l'armée européenne. Et il ne faut pas oublier que Mme Merkel a grandi en RDA, c'est-à-dire un État qui n'a
n'appartenait pas à l'Union, à la communauté européenne et à l'Union européenne. Donc, pour elle, si vous voulez, il n'y a pas de passion européenne, comme on a pu l'avoir, par exemple, chez Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, De Gasperi et Spaak, ou même jusqu'à Helmut Kohl. Pour elle, il n'y a pas de passion. Bon, elle s'intéresse à l'Europe, mais sous un aspect pragmatique. Je crois que pour elle, l'essentiel, c'est pas tellement la communauté européenne, l'Union européenne, mais c'était surtout l'Alliance atlantique et le rapport aux États-Unis, car les États-Unis signifient pour Mme Merkel la défense de la liberté. Et on comprend qu'aujourd'hui, elle soit extrêmement déçue et inquiète par la politique anti-européenne très systématique que pratique l'actuel président des États-Unis. Donc vous voyez, il y a là une approche de la part de Mme Merkel qui est très différente, beaucoup moins engagée que celle des chanceliers précédents. En Allemagne, la question soulevée par les contrôles des frontières exigés par M. Seehofer paraissait sérieusement ébranler la coalition de Berlin. Seehofer récidiviste probable à tout moment, ce qui fait qu'on est plus sûr du sort de la chancelière. En France, l'affaire Benalla est entre les mains de la justice maintenant et on ne connaît pas encore toutes les blessures par elle. Ces deux événements n'ont rien de commun, loin de là, mais il en va de la crédibilité des exécutifs qui n'ont pas du tout besoin actuellement. Oui, ce qui frappe, c'est que les deux chefs d'État ou de gouvernement sont profondément affaiblis. Bon, sans doute Mme Merkel plus que le président Macron, mais ils sont tous les deux affaiblis. L'affaiblissement de Mme Merkel tient à plusieurs facteurs. D'abord parce qu'elle est usée par le pouvoir. Elle est présidente de son parti, la CDU, depuis 2000. Elle est chancelière depuis 2005, donc ça fait un très long exercice du pouvoir avec les nombreuses contraintes que cela signifie. Et étant donné la difficulté aujourd'hui à gouverner, il faut bien comprendre qu'elle est un tout petit peu épuisée. À cela s'ajoute le fait qu'elle a gouverné surtout avec le SPD, c'est-à-dire qu'elle a dû faire un certain nombre de compromis sur le plan idéologique, si bien que le côté, disons, conservateur de la CDU a sans doute souffert de cet engagement aussi long auprès du SPD, ce qui explique la montée des opposants au sein du Parti chrétien-démocrate lui-même et de la CSU. À cela s'ajoutent les controverses très importantes, tout à fait décisives, sur la question de la migration. Le fait d'accueillir près de 900 000 réfugiés en 2015 en Allemagne, qui a été un geste humanitaire qu'il faut absolument souligner. Cela a entraîné malgré tout une rupture au sein de l'opinion publique et la popularité de Mme Merkel s'en est ressentie. On l'a très bien vu avec les élections fédérales du mois de septembre 2017 et les difficultés ensuite à former le nouveau gouvernement. Donc Mme Merkel se trouve effectivement dans une situation très affaiblie. On ne sait pas si elle terminera son mandat de 4 ans. Elle peut très bien partir au milieu du mandat, mais ce n'est pas une très bonne, ce ne sont pas des circonstances très favorables pour gouverner l'Allemagne. Concernant Monsieur Macron, il ne faut pas oublier que le soutien électoral dont il a bénéficié est quand même assez fragile. Bon, il a été élu au deuxième tour avec 66% des voix, mais il ne faut pas se laisser aveugler par ce résultat, tout simplement parce que de nombreux Français ont voté en faveur de Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Madame Le Pen, et ce n'était pas un vote d'adhésion à Macron. On se rend compte que sa popularité a beaucoup baissé. Bon, il fait de nombreuses réformes, mais c'est un peu dans le désordre. Et surtout, les Français ne voient pas tellement quels sont les avantages directs dont ils peuvent bénéficier. Alors, à cela s'ajoute un certain nombre de maladresses. Et une des plus importantes, bien sûr, c'est l'affaire de ce chargé de mission, de ce collaborateur à l'Élysée, qui était chargé de sa sécurité et qui, en fait,
fait jouer un rôle dans la police à Paris, alors qu'il n'avait pas du tout la formation et il n'était pas habilité à ce genre d'activité. Donc on a vu qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements à l'Élysée et cela rend naturellement le président Macron beaucoup plus faible. Donc on a affaire à des dirigeants politiques à Berlin comme à Paris, qui sont dans une situation de politique intérieure difficile, et cela remet un peu en cause leur crédibilité sur le plan international. Vous avez déjà évoqué la question migratoire. La question des migrants est loin d'être résolue. L'appel à la solidarité se heurtera tôt ou tard aux poussées de populistes qui répandent la peur. Comment le président Macron entend d'en sortir? Il paraît difficile que le franco-allemand offrira une solution à ce problème. C'est un problème très complexe, c'est pour ça qu'il est si difficile à résoudre. Un problème complexe, un problème qui domine pratiquement les débats politiques. On a bien vu qu'il a été déterminant dans le résultat des élections fédérales l'année dernière en Allemagne, et on a vu les résultats des élections récentes en Autriche ou bien en Italie. Et il faut s'attendre à ce que les populistes de l'extrême droite, en raison de ce problème des migrations qui n'est pas réglé, il faut s'attendre à ce que les populistes de droite obtiennent des résultats très favorables aux prochaines élections fédérales. Donc un problème très complexe. Alors que faut-il faire? Bien d'abord, il faudrait s'occuper de la situation des pays d'origine. Si des personnes quittent leur pays, c'est parce que soit il y a des guerres civiles, ou bien la situation économique est très défavorable, les gens ne voient pas de perspective, d'avenir, donc ils viennent chez nous. Donc d'où l'idée de Macron, soutenue d'ailleurs par Madame Merkel, de développer davantage l'aide aux pays d'où partent les réfugiés. Ensuite, il y a la question de l'accueil. Comment accueillir ces personnes? Il faut le faire bien sûr de façon assez humaine, et il y a actuellement toute une discussion entre les dirigeants des pays européens pour savoir s'il faut d'abord faire une sorte de tri entre les candidats réfugiés, faire ce tri soit par exemple en Afrique ou bien sur les côtes de la Méditerranée, mais du côté européen. Cette question n'est pas tranchée. Ensuite, comment accueillir dans les différents pays? C'est l'idée aussi des quotas, de répartir entre les différents pays en fonction de leur population et également de leur niveau de vie. C'était une très bonne idée qui était soutenue par Madame Merkel et aussi par la France. Malheureusement, on se rend compte que les pays d'Europe de l'Est n'acceptent pas. Donc il y a une très grosse difficulté. Après, politique d'intégration. On parle toujours qu'on veut intégrer le plus favorablement possible les réfugiés en France et en Allemagne, mais on se rend compte que ces politiques sont très, très difficiles. Donc, je rappelle toujours le rapport de Kramp-Karrenbauer et de Jean-Marc Ayrault sur l'intégration dans les deux pays. Oui, ils ont fait un rapport. Malheureusement, comme beaucoup de rapports, on a noté l'existence de ce rapport quand il est sorti, et puis je ne suis pas sûr du tout qu'on l'ait mis en application. Il est resté dans des tiroirs. On a quand même créé un conseil d'intégration. Oui, alors je voulais l'évoquer, il y a bien ce conseil franco-allemand de l'intégration. Pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose concernant ces activités. Bien sûr, il est récent. Il faut réfléchir sur ses missions et sur ses moyens d'emploi. Mais il est sûr qu'on aurait besoin d'une plus grande concertation au niveau franco-allemand. Sur tout ce qui est inquiétant, il faut bien voir que la question de l'immigration préoccupe beaucoup les opinions publiques pour des raisons de sécurité, parce qu'on craint et cela a été prouvé d'ailleurs, qu'à travers les migrations, il y a aussi des terroristes qui se cachent et qui peuvent intervenir ensuite dans nos pays respectifs. Et puis, ça pose la question... Il faut aussi venir sans la migration. Oui, ils peuvent venir sans la migration, mais ils profitent, bien sûr. Ils profitent. C'est de même que la présence, si vous voulez, d'une forte migration pose la question de l'identité. Il y a un certain nombre de personnes dans nos différents pays, et c'est très net en France comme en Allemagne, qui se disent on est en train d'évoluer
aller vers une société multiculturelle et nos identités nationales vont complètement disparaître. Bon, je suis complètement opposé à ces points de vue, mais ça existe. Malheureusement, c'est exploité à des fins politiques et ça explique en partie la montée de l'extrême droite, l'AfD en Allemagne ou bien le Front National, maintenant le Rassemblement National en France. Donc c'est un problème à prendre beaucoup au sérieux. Bon, dernier aspect que je voudrais souligner, c'est que tant du côté français que du côté allemand, on s'est rendu compte à quel point cette question des migrations est devenue dangereuse ou est devenue préoccupante sur le plan politique. Et dans les réformes législatives qui sont entreprises actuellement, dans les nouvelles lois, les nouveaux règlements, on se rend compte que l'attitude des deux États est beaucoup plus restrictive qu'autrefois. C'est-à-dire qu'on a des lois qui sont beaucoup plus dures à l'égard des migrants qu'elles étaient autrefois. Un groupe franco-allemand, un groupe de travail franco-allemand composé de 18 parlementaires français et allemands est très actif et formule des propositions en vue d'un nouveau traité franco-allemand. Si l'on lit la grande variété de leurs idées, euro, convergence, apprentissage à la langue du voisin, coopération transfrontalière, un approfondissement du marché intérieur, renforcement de la coordination dans le domaine de la politique extérieure, etc. Ce sera un tout nouveau départ. Enfin, est-ce que selon vous, ces idées vont être réduites au lieu commun bien connu à des déclarations d'intention au cours des négociations qui suivront surtout souvent la présentation des résultats de ce groupe de travail? Est-ce que ce sera une chance pour un vraiment nouveau traité? Non, je salue l'effort qui a été fait par les députés français et allemands. Bien sûr, mon inquiétude, c'est celle que vous venez d'évoquer, c'est qu'on ait un texte, de nouveau, un texte très bien conçu, plein de bonnes intentions, mais qui reste un peu lettre morte. Il ne faut pas oublier qu'on a eu dans l'histoire des relations franco-allemandes depuis 1963, on a eu un tas de déclarations pleines de projets et qui finalement n'ont pas été suivis d'effet. Donc là, il s'agit d'un nouveau traité franco-allemand. Concernant la déclaration des députés, je l'ai lu de près, je l'ai trouvé intéressante parce qu'il y a de nombreuses propositions, comme vous l'avez évoqué. Bon, j'ai trouvé que le contenu est un peu en désordre, c'est-à-dire qu'on mélange un peu tout, les questions sociales, questions économiques, politique étrangère. Je crois qu'il y aurait dû y avoir un effort, si vous voulez, un peu de classification. Ce que j'ai noté, c'est qu'il y a donc des prises de position en faveur, notamment en faveur de la jeunesse, de la culture. Ensuite, concernant les questions sociales, principalement la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes en France et en Allemagne, ou bien la réduction des inégalités sociales. Et également, il y a un chapitre sur les réfugiés. Alors après, il y a toute une partie il y a plusieurs articles concernant la coopération économique, une meilleure coordination sur le plan économique, à la fois franco-allemand et européen. Puis on passe aux questions de politique étrangère, volonté réaffirmée de mieux coordonner, d'approfondir la politique étrangère et la politique de défense et de sécurité. Et enfin, il y a des aspects que j'appellerais institutionnels, notamment le vœu des députés, c'est de développer la coopération au niveau dans les régions transfrontalières, ce qui est bien. Pour ma part, je regrette que les députés n'aient pas retenu l'idée de créer une conférence annuelle des chefs de gouvernement, des Länder et des régions en France, président des régions françaises et ministre-président du côté allemand. Je trouve que ce serait important qu'il y ait une coordination qui avait été commencée il y a un certain nombre d'années sous le président Chirac, mais qui n'a pas été poursuivie. Et enfin, je trouve très bon l'idée, par exemple, qu'il y ait tous les ans un rapport sur la coopération franco-allemande. Ça a été fait et puis on ne le voit plus. Et donc ce serait important qu'on l'ait pour savoir ce qui a été fait, ce qui a été proposé, ce qui a été fait. De même que les députés proposent qu'on réfléchisse régulièrement sur une adaptation des structures de la coopération franco-allemande. Donc vous voyez, il y a un ensemble de choses quand même extrêmement intéressant et j'espère que ça va être suivi d'effet. Cet après-midi, j'ai encore des rencontres avec 3 députés et j'ai une question que je pose à tous les 3.
Un nouveau départ pour l'Europe, dans une tribune commune signée par les membres du groupe de travail franco-allemand qui a été rendue publique le 18 juin sous le titre « Impossible n'est pas franco-allemand », il constate la France et l'Allemagne seront attendues. Il faudra démontrer ensemble une véritable volonté d'insuffler un nouvel élan européen. Quels sont les 2 ou 3 plus grands défis? Comment la France et l'Allemagne pourraient relever ces défis avec succès? Bien, écoutez, moi je suis enseignant et j'interviens non seulement dans les universités mais également dans les établissements secondaires. Et ce qui me semble très important, le défi que j'aimerais qu'on relève, c'est celui d'arriver à mieux intéresser les jeunes Français et les jeunes Allemands à leur avenir commun dans l'Europe. C'est ça qui est important, de les préparer à cet avenir commun. Il faut bien leur expliquer que leur avenir, c'est pas simplement, ne se réduit pas simplement à la ville dans laquelle ils vivent, ou la région, tout ça c'est important, et même l'État, le pays dans lequel ils sont nés, mais que le cadre normal de leur avenir, c'est l'Europe. Alors pour cela, il faut les préparer. Il faut leur donner, par exemple, il faut montrer, leur faire comprendre l'importance des connaissances linguistiques, c'est-à-dire apprendre la langue du partenaire, ça doit être absolument le début. Il faut encourager tous les établissements franco-allemands, que ce soit de l'école primaire, collège, lycée, etc., ou bien université. Il faut faciliter donc les échanges, non seulement d'élèves, mais aussi de jeunes apprentis, parce que c'est une classe sociale également extrêmement importante, et bien expliquer que dans le monde de demain, les jeunes pourront travailler librement dans n'importe quel pays d'Europe. Donc il faut se préparer à cela, et sur le plan donc institutionnel, il faut rechercher tous les secteurs dans lesquels il peut y avoir une meilleure coopération franco-allemande. J'aimerais par exemple qu'il y a une idée qui a été présentée par Emmanuel Macron, je crois que c'était dans le discours de la Sorbonne, de permettre aux jeunes Français, Allemands et Européens de faire des séjours prolongés dans d'autres pays européens, de façon à découvrir cette Europe, à s'approprier l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut aller à la rencontre des Européens, à la rencontre des pays européens, vivre dans ce cadre-là, faire des échanges pour savoir ce que c'est l'Europe. C'est pour moi le principal défi, car je crois que même si actuellement il y a de nombreuses crises au sein de l'Europe et de nombreuses menaces qui pèsent sur l'Europe et qui viennent de l'extérieur, malgré tout, je considère que la coopération franco-allemande et l'Union européenne sont 2 grands succès sur le plan international depuis 1945. Donc l'état actuel est quand même assez satisfaisant. Il faut que les jeunes se sentent bien dans cette Europe, qu'ils en profitent totalement et surtout qu'ils s'apprêtent à assumer cet héritage. Merci bien, monsieur.